Effectivement, dans l'analyse des données, il ne faut pas oublier cette donnée fondamentale parce qu'elle impacte assez largement les indicateurs et notamment les ratios financiers sur cette année, sur cet exercice. Donc, quand on regardera effectivement si on regarde sur une longue période, effectivement, ça va se lisser entre l'année où ça a été payé, l'année où... Mais en tous les cas, cette somme aujourd'hui, elle n'est pas dans les caisses de la commune. Elle est virtuelle. Enfin, c'est 2 millions qui sont quelque part inscrits dans les comptes, mais qui ne sont pas dans les caisses du trésorier payeur. À quel moment auriez-vous fait le titre de recette, monsieur Durieux? C'est pas la question. Quelqu'un vous paye, monsieur Denis, il faut faire un titre de recette, mais sinon il ne vous paye pas. D'accord. Je ne vois pas pourquoi cette critique, alors que quand on a payé, on a été critiqué parce qu'on a payé, maintenant on veut récupérer les 2 millions, on encaisse, on est critiqué aussi. Je ne comprends pas la critique. Non, pas de critique, je dis juste que dans l'analyse des ratios financiers, il ne faut pas oublier de prendre en compte le fait que dans les recettes, il y a des recettes qui sont inscrites, il y a un titre de recette qui a été émis sur une recette qui, aujourd'hui, n'a pas été réalisée. Donc, sur une somme comme celle-ci qui pèse entre 15 et 20% du total des recettes de fonctionnement, c'est pas neutre. C'est pas neutre. Voilà, c'est tout ce que je dis. On ne l'aurait pas inscrit, vous nous auriez dit ce soir, qu'en est-il de la recette de Château-là? Pourquoi ne l'avez-vous pas inscrit? Non, parce que tant qu'on ne l'a pas reçu, mais on sait que ça peut durer plusieurs années. On sait que ça peut encore durer un certain temps. On sait que ça peut durer un certain temps, mais je vous rappelle qu'on avait voté pour la délibération concernant l'émission de ce titre de recette. Monsieur on ne peut pas recevoir de recettes sans pas de discute. C'est impossible, vous n'allez pas venir, c'est pas comme dans une entreprise privée où vous venez vous donner un chèque en commune, où il faut émettre une facture. En commune, il faut émettre un titre pour que la personne ne paye pas. C'est tant d'humour de Karine, je peux... J'ai un gros plan. C'est juste que c'est pas très... Vous en conviendrez. Départ de Madame Barthélémy qui donne procuration à Madame Cailleul. Le document M14, il n'est pas naturellement lisible. Vous en conviendrez. Pour le Kidam. Monsieur, j'aimerais bien que ça change et chaque année, au lieu que ça s'améliore, ça se dégrade. Hein, je suis désolée. Il est de notre responsabilité d'élus d'essayer d'en faire quelque chose qui soit plus lisible. On est d'accord? Je sais par ailleurs que vous êtes quand même procuré tout le détail de ces écritures, donc je pensais que vous aviez pu analyser cela plus facilement. Je parle d'une certaine lisibilité pour les fuvelins. D'accord? Voilà. Les fuvelins, pour eux, ce qui les intéresse, c'est ce qui se fait pour les comptes. Où on dépense notre argent, je suis persuadé que les fuvelins sont très intéressants, ça va où on dépense l'argent. Les documents sont disponibles. La question page 2, sur les ratios, justement, M. Christophe évoquait les ratios, et l'impact de ces 2 millions sur les ratios. Là. La moyenne nationale, là, elle n'est pas évoquée. Elle l'était, elle ne l'est plus. Donc, elle ne l'est plus au sens, elle n'est plus obligatoire. Non, c'est des documents totalement légaux qu'on nous donne. Hein. C'est pas nous qui les avons conçus. C'est conçu par le... Pourquoi vous ne proposez pas des éléments à côté qui permettent de faire des comparaisons justement, parce que là, pour le coup, c'est des choses intéressantes. En fait, on les a chaque année, on les a à peu près au mois de juin. On arrive à consulter effectivement sur un site du ministère des Finances nos ratios à nous, les ratios des moyennes, parce que vous avez les moyennes en France, les moyennes dans la région, les moyennes dans le département, des communes de même strate, et on arrive à se comparer à d'autres communes. Pour l'instant, c'est pas là, on le fait effectivement, mais on le fait... En général, quand le Trésor public nous le communique, voilà, c'est en juin, début juillet. Voilà. Effectivement, on les a pour l'année 2013 sur une tendance, hein, sur 10 ans en gros. Voilà. Et pour l'année 2014, on n'a pas encore nos comptes en ligne. D'accord. Est-ce qu'il serait possible de les récupérer quand vous les obtiendrez? Parce que... Oui, mais vous voyez, bon, non, mais quand on veut émettre un avis, c'est bien d'avoir des éléments de comparaison. On ne peut pas, tant que les communes n'ont pas voté tout leur budget, de leur compte administratif, ça ne sera pas en ligne. Il faut que tout le monde ait voté pour que ça soit en ligne. Il faudrait ceux de l'année précédente à la limite pour avoir un regard, mais le logiciel ne le permet pas, effectivement. Voilà. Je vous les cherche, je les ai. C'est vrai que c'est...
C'était une manière, en fait, dans ce seul document là, qui fait, je ne sais pas combien il fait de pages, le M14, 78. Ouais. Dans ce document-là, c'est quasiment une des seules pages dans lesquelles justement on donne un peu de visibilité pour essayer d'exprimer le fait de dire bah, où se passent les dépenses. Vous voyez, ça permettait justement de donner un peu de visibilité. Bah, là on dépense un peu plus, là un peu moins, là on s'endette un peu plus, là on s'endette un peu moins. C'est justement ça permet un peu de donner un peu de visibilité à ce genre de documents qui sont un peu abscons. Voilà, donc c'est pour ça que c'est quand même intéressant de travailler à partir de ces chiffres-là. C'est surprenant, même ce document reste aussi peu lisible par le domaine des montaines, qui se fait vraiment. Et je vous dis, tous les ans il change, mais ça ne s'améliore pas, au contraire. Tenez, vous avez dit. On voit, voilà, on l'a là, vous le voulez? Oui, oui. Pour les années précédentes. J'avais une question, j'avais fait une demande. Là, le travail que vous faites justement à partir du programme d'investissement en budget primitif, budget supplémentaire 2015, l'investissement pour avoir les grandes tendances, etc., par grande famille, etc., c'est des choses que vous ne structurez pas, que vous ne suivez pas de manière un peu justement plus lisible en dehors de l'aspect comptabilité ou analytique. Le document qui est fait comme ça, un fichier Excel que vous tenez pour donner de la visibilité sur où se passent les investissements finalement. C'est beaucoup plus lisible que ça. Enfin, vous en conviendrez. Pour travailler et analyser, travailler. La même chose en termes de budget de fonctionnement, mais ça ne s'est pas réalisé ça? C'est assez lourd parce que vous avez vu le nombre d'articles et de. Oui. Donc c'est pas faisable. Lourd en sens, mais si, dégager des espèces de tendances, regrouper des articles qui ne sont pas super On le structurants. fait par service souvent, mais ponctuellement, on extrait des articles. Et surtout pour le budget primitif, on travaille beaucoup là-dessus, mais pas tellement. Je comprends pas trop ce que vous dites retrouver dans le budget de fonctionnement. Non, c'est donner de la visibilité sur un certain nombre de rubriques. En disant rubrique générale, on avait prévu de dépenser tant, on a un budget supplémentaire qui permet de dépenser tant, voilà ce qu'on a prévu à peu près là-dedans, voilà, et voilà comment ça se passe. Et voilà le compte administratif quand on est à la fin de l'année, enfin quelques mois après la fin de l'année, voilà ce qu'on a finalement fait. C'est sous l'angle contrôle de gestion. Vous n'êtes pas sans savoir quand le service finance est quand même très réduit à la commune de Fuveau et que pour tout faire c'est difficile. Donc on essaye de travailler, mais aujourd'hui il faudrait une personne de plus pour faire ce genre de... C'est une manière de donner de la lisibilité, vous voyez, sur Totalement. Où sont les... Oui. On peut s'améliorer, mais pour l'instant on manque un petit peu de bras, de matière. D'accord. Et, bon, vous pouvez revenir un peu globalement à grosse maille sur les excédents, là, excédents de recettes et puis résultats de clôture et excédents à la fois en termes de fonctionnement et d'investissement. Là. Donc les recettes 2014 ont été de 13 200 000 environ. Et on a dépensé 10 459 000, d'où l'excédent de 2 746 000, à peu près, hein, je vous donne ça. Donc les recettes en investissement, c'est-à-dire le report 2013 et toutes les subventions, on est à 6 245 000 et on a dépensé 4 millions. Enfin, on a inscrit, M. Lévy va me reprendre, on a inscrit 4 millions de dépenses, donc on a un solde d'investissement 2014 à 2 223 000. Donc le résultat en excédent en investissement est de 845 299 €. Alors, bon après, qu'est-ce qu'il y a, je ne sais pas si vous voulez Par voir... rapport aux années précédentes, si on dit les tendances, Mme Massol parlait de tendances justement, qu'est-ce que ça donne comme tendance par rapport aux années précédentes? Alors, on est en chapitre, en fonctionnement, si vous voulez, on est au chapitre 11, on est à peu près à 7% plus par rapport à 2013. 7% qui s'explique par tout ce qui est NAP, nouvelle activité périscolaire. On a
20 000 € de plus par an pour la cantine, 27 000 pour les nappes, hein, et plus... Ah oui, et le marché d'éclairage public qui est intervenu en 2014, puisqu'on a totalement externalisé notre... Donc c'était quelque chose qui était fait avant en interne et... Non, voilà, oui, totalement, mais on n'y arrivait plus parce qu'on n'a plus le personnel, on est une commune de 10 000 habitants, il faut énormément de personnes qualifiées et aussi beaucoup de matériel. Donc on a fait une étude à ce moment-là, monsieur il était plus intéressant d'externaliser le service que d'acheter du matériel et de recruter des compétences. On fait travailler du personnel dans des sociétés extérieures et ça nous coûte beaucoup moins cher. Oui, ce qui n'était pas le cas en 2013. En 2013, on a travaillé en interne, hein, on n'avait pas la société. Voilà. Ensuite, au niveau du personnel, on a 5% de plus. Là, on a encore une fois les nappes qui ont impacté pour les 3 derniers mois de l'année, hein, septembre-décembre. On a un nouveau policier municipal, un apprenti à la com. Et voilà, c'est tout. Et ça représente donc 5% de plus qu'en 2013. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Alors, on a, au niveau de la loi SRU, 11% de plus. Il y a le FPIC dedans, hein, le fonds de... Vous savez que l'État a introduit une nouvelle taxe, hein, on peut dire, par le FPIC. Ça concerne les communautés d'agglo riches et les communes riches. Donc on est considéré comme une commune riche, donc on paye une taxe supplémentaire. Je crois que j'ai fait la peu près. Et là, le montant de la taxe sur la SRU, c'est combien cette année? En 2014 347 000. D'accord. Et l'idée de faire diminuer, on avait parlé de diminuer par 2 cette taxe parce que on faisait des investissements au hameau Brogidum en termes de réseau, pour faire en sorte que l'opération se fasse, qu'on aidait l'opérateur à faire, etc. Ça rentre aussi dans ce montant-là? Non, ça va impacter sur l'année 2015. L'État, en gros, il étudie vos comptes, le compte administratif de 2 ans avant. En fait, la pénalité que nous avons payée en 2014, c'était par rapport aux dépenses faites en 2012, et elles étaient effectivement peu nombreuses et peu en transparence. Donc la pénalité était majorée, si vous voulez. À partir de 2015, la pénalité n'est plus majorée. On ne paye entre guillemets que la pénalité simple parce qu'on n'a pas nos 25% de logements locatifs sociaux. Et on va déduire, enfin, on a présenté à l'État effectivement des travaux notamment d'avenue de potable à Brogilom qui vont venir en déduction de cette pénalité. Donc on espère avoir pas grand chose à payer, voire rien du tout. Ce qui n'est pas négligeable. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable et ça nous permettra de... C'est parce qu'on est bon élève. Voilà. Qu'on le devient, petit à petit. On a toujours été bon gestionnaire. Oui, bon élève peut-être moins parce que la loi SRU, elle date d'un peu. Parce que la loi SRU, elle a été imposée quand même. Décembre 2000. Voilà. La loi SRU a été votée le 13 décembre 2000. Voilà, après le compte 65, il a peu évolué. Oui. Il a diminué, pourquoi? Parce que voilà, en 2013, vous aviez des annulations de titres et on en a moins en 2014. Vous savez que la perception nous oblige lorsque on a fait un titre, par exemple, on est obligé de faire les titres de recettes, et si les administrés ne payent pas au bout d'un certain temps, en général c'est 3 ans, 2-3 ans, on est obligé d'annuler. Donc cette année, il n'y a pas eu de contrôle. Après, en recettes, alors, vous voulez qu'on fasse la même chose sur les recettes? Vous savez que en recettes, on a par contre, en recettes, on a une évolution de 12,23%.
Donc, Ce qui peut paraître énorme sur le papier. sur le papier, mais vous avez vu par rapport aux dépenses, c'est pas beaucoup, hein, puisqu'on perd au niveau de l'État, on a une chute de 218 000 en 2014, vous verrez qu'en 2015 c'est encore pire, hein, au niveau de la DGF. On a des produits qui, au niveau des impôts, qui n'évoluent plus comme ils évoluaient auparavant sur les taxes d'habitation et taxes foncières, principalement. Sur la base ou sur On la base? a beaucoup moins de taxes, vous savez, la taxe... Pardon, j'ai pas compris. La base, elle, il me semble qu'elle évolue à hauteur de 3. Mais ça, on n'y est pour rien, la base. La base, La question n'est pas de dire vous y êtes pour ou vous y êtes pour rien. La question est de dire les recettes évoluent de 3,33% parce que la base a évolué de... non, ça se calcule pas. Enfin, comme en tout cas, la base, elle a évolué de 3 et quelques. ça. La base, elle évolue tous les ans d'à peu près 1 et quelques pourcents, c'est ça? Alors, oui, il y a la revalorisation décidée par le gouvernement, loi de finances. effectivement, loi de finances, en gros, aujourd'hui, c'est un peu moins de 1% de revalorisation par an, hein, décidée en décembre. Et après, vous avez la revalorisation physique des bases, effectivement, du fait que Fugo bouge, dynamique et construit, il y a une augmentation aussi physique des bases, qui fait que, effectivement, les impôts locaux sont quand même très dynamiques, enfin, encore dynamiques à Fugo. Et c'est pas autour de 3, je ne sais plus où il est le tableau, mais Globalement, si on prend l'ensemble des taxes, je crois que c'est une moyenne de 3 et quelques voilà, oui, d'augmentation de la base. tout à fait. D'accord. On est d'accord. Et après, si les taux n'augmentent pas, ça va bien faire globalement une augmentation de 3% de l'ensemble. Pas obligatoirement, puisque vous savez qu'au niveau, par exemple, de la taxe d'habitation, le calcul se fait sur les salaires, sur tout ça. Donc, on est dans une période où c'est vrai qu'on n'a pas un apport. Ce que vous dites, c'est pas seulement, c'est ça. L'effet, il y a l'effet de la base, Voilà. mais pas seulement. Il va y avoir d'autres effets qui peuvent agir, etc. Il y a les dépenses qui tombent. Par exemple, jusqu'à C'est 110 000 euros. 110 000 euros, oui. Voilà, de produits, tout confondu, taxe d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti, c'est 110 000 euros de plus en 2014 qu'en 2013. Des choses qui avaient été pas énorme par rapport à ce qu'on avait auparavant. Par exemple, Chose que- dans les années précédentes, jusqu'en 2011-2012, on avait des taxes de mutation, la taxe de mutation qui était dans les 300 000 euros. Et là, on arrive à peine à 75 000 euros, je crois. Vous voyez, sur Fugo, ça bouge moins. La mutation, c'était une taxe que l'on percevait lorsqu'il y avait des déménagements, hein, des ventes de maisons. Et aujourd'hui, on n'a plus du tout cette recette. Mais dans le budget initial de la commune que vous aviez fait On en avait 2013, anticipé quand même. vous aviez anticipé, il n'est pas autant, c'est ça? Ouais. D'accord. Et là, pour 2015, après, vous avez anticipé de la même manière? Vous le rajoutez. Là, C'est-à-dire, on vote un budget qui est un acte de prévision, avec certaines recettes sont augmentées par OBS. Entre-temps, là, en mars-avril, on a la notification des services fiscaux, donc OBS, on vous met le complément. Donc, on avait anticipé une évolution positive, elle est un petit peu plus importante que ce qu'on avait prévu, donc OBS 2015, que vous aurez regardé tout à l'heure, vous avez le complément prévu en recette. Est-ce que vous intégrez aussi le fait que on avait prévu un peu moins, il y a un peu plus, et donc ça se passera probablement aussi en 2015 ou pas? Vous voyez, l'effet, au-delà même du transfert d'argent supplémentaire qu'on transfère au budget supplémentaire, ça j'entends bien, mais les questions de l'effet qui dit, dans le budget supplémentaire, vous intégrez aussi ce levier-là potentiel, etc. Alors, le budget, il est fait pour l'année 2015, mais c'est vrai qu'après, quand on va faire le BP 2016, on On regarde la tendance. Ça va avoir un impact aussi sur 2015. Si Prévoit la base de calcul que vous avez faite, elle n'était pas forcément... elle était un peu sous-estimée. Une prévision de 2,5%. Au BP, on fait une prévision. Là, il y a à peu près Plus 2,5. 2,5 c'était. 2,5 voilà, en plus. on a eu des notifications réelles. Les 3,3. services fiscaux nous écrivent en nous disant c'est ça. 3,3. Le delta, on le met en plus au budget supplémentaire. Hein, voilà. Ouais, vous n'avez pas compris ma question. Mais... Le 2,5 par rapport au 3,3, ça vous l'avez intégré dans le budget 2015 en disant les recettes. Non, parce qu'on ne peut pas travailler comme ça pour 2016. On peut pas 2015. dire... Oui, Oui,
On avait prévu une augmentation pour 2015. L'hypothèse de 2,5. Oui, l'augmentation notifiée est plus importante que ce qu'on avait prévu. Donc Donc au BS, on va mettre le complément. D'accord. Donc ça, c'est autre chose que du transfert du reste de 2014, Ah oui, parce ça, qu'il y a eu ça, plus ça, de ça, sous. non, non, ça, C'était ça. Non, je croyais que votre question, c'était, comme vous avez eu 3,3 pour vos chiffres en 2015, est-ce qu'en 2016, vous avez eu 3,3? Non. Non, parce qu'on ne va pas travailler comme ça. Il faut être raisonnable lorsqu'on prévoit un BP, un budget primitif. On ne peut pas anticiper des recettes un peu farfelues. On est obligé de Sans être farfelu, puisque c'est la réalité de Mais oui, 2014. non, mais c'est pas parce qu'en 2015, on a eu 3,3 qu'en 2016, on aura la même chose. C'est pas systématique. Quand on voit les montants élevés justement des résultats, etc., ça donne ce sentiment-là qu'en fait vous êtes effectivement très raisonnable, voire peut-être trop raisonnable, et que du coup, il reste beaucoup de sous parce qu'on était trop... De toute façon, les sous, ils rentrent au BS. Hein, on les garde pas dans une cagnotte. Ne vous inquiétez pas, c'est pas ça ma question. Non, mais après, en octobre, novembre, il y a les tendances de la loi de finances, donc on est quand même obligé de faire avec cette tendance-là pour élaborer notre BP. Après, la loi de finances, elle est votée, et après, concrètement, on a toutes les modifications, ce que disait Laurence, qu'à partir du mois de mars. Oui, mars. Donc après, on réajuste, mais on est obligé de tenir compte des tendances qui nous sont fournies à l'automne. Oui, mais ça, ce que je veux dire, c'est aussi une tendance, hein, voilà. De voir qu'effectivement en 2014, ça s'est passé comme ça. Non, parce que d'une année sur l'autre, c'est pas la même chose. Regarde les dotations globales de fonctionnement qui sont en nette diminution. On ne peut pas, quand on fait notre budget 2015 à l'automne 2014, on ne peut pas dire, pour notre budget 2016, les dotations vont baisser encore plus, ou en 2017. Autant pour les dotations, autant pour les dotations, il y a des choses, il y a des interventions entre guillemets qui font que ça peut évoluer de manière significative, à la hausse comme à la baisse d'ailleurs. Autant là, la base, l'évolution de la base, on a le sentiment que c'est assez régulier ça. La base locative. Oui, mais bon, c'est ton sentiment. Non, mais au-delà de ça, si c'était qu'un sentiment, à la limite, c'est pas très grave. Mais l'évolution de la base locative à Fuveau, je parle de Fuveau, qui a pris 3% cette année, c'est bien, voilà, ça s'est fait sur... Écoutez, là, on va voter le BS, vous allez voir, on a intégré les sommes, hein, et pour 2016, on verra comment on va travailler. Donc on poursuit sur les recettes de fonctionnement. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ces recettes? Est-ce qu'il y a des choses qui nous ont interpellés? Quoi? Non, parce que... non, mais c'est... Contrarié là. Quoi? Il y a quelque chose qui vous chagrine? Non, c'est rien, c'est que je fatigue comme vous et qu'à un moment donné, vous voyez, on aurait été beaucoup plus serein d'y passer du temps à un moment donné en disant... Ça va, on peut continuer alors. Ah, c'est tout. Les petits chocolats si vous voulez. J'ai une petite galette. Vous aussi, vous avez prévu. J'ai pas eu le temps de déjeuner ce midi. Ah, juste... Ah bah oui, mais... On a deux questions un peu de détail, mais sur de chaque front, justement, quand on regarde un peu un certain nombre de choses. Il y a une chose qui m'a interpellé, c'est l'histoire des fourrières. On a un certain nombre de choses en disant on met des véhicules... Bon, je sais pas, j'ai pas bien compris dans la ligne en quoi ça consiste de mettre des véhicules en fourrière. Je n'ai pas compris si c'est la police municipale qui le fait, du coup c'est la commune de Fuveau qui avance l'argent à la place du particulier. Ça, j'ai pas compris. Alors les fourrières, on est obligé de passer par un prestataire, on ne peut pas le faire nous-mêmes, vous savez que c'est du matériel quand même. La mise en fourrière de véhicules qui gênent. On a un contrat, une convention avec un prestataire. Ce prestataire facture, vous mettez votre véhicule sur une place réservée ou à l'emplacement, enfin bref, on enlève votre véhicule, on va vous facturer, je ne sais pas, 300, 400 euros, je ne sais pas exactement. Aujourd'hui, ce qui est un peu des fois à la mode, c'est qu'on n'en a rien à faire. Ma voiture, c'est une épave, je la laisse là. La commune est obligée de l'enlever.
mais je ne paye pas l'amende puisque j'en ai rien à faire. Vous allez la mettre à la... C'est vous qui allez... C'est la commune qui va payer C'est une prestation de la CPA pour évacuer les véhicules, c'est ça? Voilà, c'est de la commune, pas la CPA. Du coup, on se retrouve, on paye, mais par contre, on ne peut pas faire autrement que des enlever. Je vous donne l'exemple. Je pense à une caravane qui a été jetée pas très loin de chez moi, sur la route. Et la commune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut pas laisser une caravane comme ça. Comme ils enlèvent toutes les plaques, les machins, des fois, on ne sait même pas. Donc il faut payer la fourrière. D'accord, donc c'est l'évacuation des véhicules que jamais personne ne vient chercher. Et certaines personnes sont insolvables aussi, ils ne payent pas. Donc ils ne récupèrent pas leur véhicule, mais ils ne payent pas. C'est vrai qu'on n'est pas très favorable à appeler la fourrière non plus. Hein. Je ne vous le cache pas. Hein. Avant d'appeler la fourrière, on téléphone, notre police municipale ne fait pas n'importe quoi. Oui, il y en a pour 3000, je sais pas, il y en a pour 3500 €, quoi. Voilà, comme ça, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser sur la voie publique, quoi. Voilà. C'est dommage, mais les gens sont très... Il y a une dépense là qui est liée à l'achat de désherbants. Si on regarde le dénominatif entre guillemets, ça ressemble... Oui, le désherbant. Là, je laisserai... oui, justement. Non, aujourd'hui, on n'emploie que des produits... Justement, la dénomination du produit qui est intitulé le libellé laisserait penser que ça ressemble à du Roundup. Donc c'est. Vous pourrez regarder ça, cet élément-là. Je ne connais pas le désherbant, je ne sais pas. C'est certainement pas du Roundup. Sachez qu'aujourd'hui, on a abandonné, entre guillemets, parce que on la fasse non plus, parce qu'à un certain temps, on l'avait utilisé comme tout le monde. Voilà. Donc là, on l'a abandonné, mais par contre, on continue à utiliser un désherbant uniquement pour les allées du cimetière. Oui. Partout ailleurs, ils ont acheté un truc qui brûle, là, au gaz. Pas le nom, voilà. Ça, chalumeau. À la limite, je ferai passer à Jean-Paul le titre là et tu regarderas ce qu'il y a derrière parce que le dénominatif est pas clair du tout. C'est vrai que pour le cimetière, on est un peu obligé parce que on a du mal à traiter les allées. Et vous savez que le cimetière, c'est quelque chose. Il y a d'autres questions ou pas? Non, c'est bon. Alors on passe au vote. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Et qui est contre? Alors là, nous allons approbation du compte administratif 2014 du budget de la ZAC d'Urbain. Donc, comme je vous le disais pour le compte de gestion, on a un solde à l'investissement qui est à moins 487 759,98. On se le traite depuis quelques années. C'est le report de l'exercice précédent. Tous les ans. Donc, cette ZAC va être clôturée certainement quand les travaux du rond-point seront terminés. Il reste un bout de terrain à vendre. Lorsque ce terrain sera vendu, la commune récupérera le déficit, malheureusement, et la ZAC sera soldée. Voilà. Donc là, on vous demande d'approuver le compte administratif 2014 pour cette ZAC et d'autoriser la maire à signer tout document nécessaire. Justement, les travaux du rond-point. Alors ça, je laisse monsieur... Ah oui, il y a des avenants. Voilà. C'est pas moi, c'est mon collègue, c'est pas moi. Voilà, si vous voulez que je vous dise l'avenant qu'il y a eu Oui, j'aimerais bien ça, j'ai bien pour de l'amiante dans le goudron, c'est une horreur. 750 000 €. Voilà. Oui. Donc, parce qu'ils ont trouvé l'amiante. Oui. Dans le goudron. De l'amiante à 3 endroits dans le goudron. Et donc, ils sont obligés de l'enlever. Et en fait, ça leur coûte 750 000 €. Le goudron initial. Mais le conseil général n'a pas voulu débourser un seul centime.
Non, celui qui a été mis. Celui qui a été mis. Si vous me permettez, M. Gouiran, ça veut bien dire que le dossier est un mauvais dossier. Ah, parce que vous saviez qu'on allait mettre de l'amiante? Non, mais normalement, quand on fait un dossier de voirie, normalement, c'est des choses que l'on sait, parce que théoriquement, on tient un cahier des enrobés qui ont été mis dans chaque rue ou route. Et normalement, on le sait quand il y a eu, parce que les fibres d'amiante ne se sont faites que pendant certaines périodes, et non pas d'autres. Et par certaines entreprises et pas d'autres. Ils ont manqué leur travail. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est capable de faire une réflexion d'enrobé sans tenir compte de ce projet, c'est un mauvais dossier. Donc, sauf que là, le Mais Conseil c'est pas général n'a surtout pas voulu